Si la routine t'ennuie, que tu as besoin de bouger et de créer de tes mains, on a quelques idées pour toi qui te permettront de te réaliser dans l'action. Je m'appelle Valérie Chevalier et voici Futur Proche, un balado pour t'aider à choisir une carrière qui va te plaire. Une série présentée par Caléido, l'épargne-étude qui en fait plus. Je me suis entretenue avec Vincent, 17 ans, qui étudie pour devenir technicien en génie civil. C'est nouveau pour lui, il connaissait pas beaucoup ce milieu-là et il est pas certain, en fait, qu'il a pris la bonne décision. Il est pas certain que c'est le métier qu'il veut faire plus tard. Vincent réalise que c'est un gars d'action qui préférait peut-être travailler à l'extérieur que dans un bureau. Il se pose beaucoup de questions en évaluant possiblement d'autres domaines d'études. Je l'ai rejoint au téléphone. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors Vincent, toi tu as 17 ans, tu habites à Charlesbourg et tu es en ce moment dans ta deuxième session en technique de génie civil au Cégep de Limoilou. Qu'est-ce qui t'avait attiré en premier vers le génie civil? Au début, je savais pas trop quoi faire. Puis je me suis dit que vu que c'est quand même varié puis que ça explore beaucoup de domaines différents, c'est une bonne idée d'avoir une vue d'ensemble sur l'industrie de la construction. Mm-hmm. À 17 ans, c'est normal des fois de pas savoir exactement ce qu'on veut faire dans la vie, puis il y a beaucoup d'options. Est-ce que tu trouves qu'il y a trop d'options parfois? Est-ce que tu trouves ça difficile de faire un choix à travers toutes les options qui s'offrent à toi? Non, je dirais pas que ça serait... oui, difficile, mais c'est pas un problème. Là. C'est plus une chance. C'est à moi de trouver puis de tracer mon chemin. Puis si demain matin, tu devais choisir le DEP dans lequel tu te lançais, ce serait quoi? Est-ce que tu as une préférence? Pas vraiment. J'avais pensé à électricité, ferblanterie ou ébénisterie. Ça serait des choix. Je vais sûrement aller faire des stages d'un jour à l'EMOA, qui est l'organisation qui offre les DEP à Québec, pour avoir une petite idée au moins. C'est intéressant, tu parles d'ébénisterie. Je vais rencontrer Jean-François Asselin, qui est ébéniste et qui est aussi un entrepreneur qui a parti sa propre entreprise d'ébénisterie. Est-ce que tu aurais une question pour lui? Oui. Est-ce qu'on se lasse du travail après un certain temps ou il y a du renouvellement, il y a du changement constant? Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète de t'ennuyer dans ton travail? Oui, j'aime mieux être productif. Sinon, ça me donne pas l'impression de travailler pour de vrai. J'aime vraiment pas ça, attendre pour rien alors que je pourrais faire quelque chose de mieux. Je comprends. Donc, toi, tu as besoin d'un métier qui te passionne, qui te stimule, qui te permet de bouger puis de te réaliser. Exactement. Merci, Vincent. Allô, Jean-François? Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci beaucoup. Merci de me recevoir dans ton atelier. Ça fait plaisir. Donc, c'est ici que ça se passe, la création de meubles? Effectivement. On construit et réalise des rêves de clients et d'architectes et de designers. Donc, le rêve passe à la réalité ici? Effectivement. Est-ce que tu me fais visiter? Avec grand plaisir. Première étape, quand on reçoit tous les matériaux, faut tous les placer, les quincailleries, pour que les gars puissent se retrouver. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on a comme normalement tout notre système qui est à droite ici, de boîtes, de quincailleries, de vis, tout ce qu'on a besoin pour créer un projet. Puis après ça, les matériaux, les plus gros matériaux pesants, les grandes feuilles, on a des systèmes de rack en plein milieu de l'atelier qui est un petit peu plus loin. OK. Puis à partir de là, pourquoi on les met ici, c'est parce que normalement, tout part par la coupe. Fait qu'on a tout un débitage à faire. Une fois que ça, c'est tout fait, on s'en va vers l'avant de la scie. C'est pas une petite scie, là. Non, Ça a l'air d'un gros aspirateur avec une lame puis une immense table. Effectivement, la table à coulisses fait qu'avec juste une personne, on est capable de couper des matériaux d'à peu près de 8 pieds par 11 pieds de long. OK. À quel moment t'as su que tu voulais être ébéniste? Quand j'ai engagé un garçon à l'époque qui est venu travailler pour une entreprise que je travaillais, puis lui, il allait à l'école. Puis il y avait un professeur qui est descendu d'Europe pour donner un cours sur les escaliers. Puis quand j'ai suivi ce cours-là, j'ai vraiment développé de quoi qui est venu me chercher incroyablement. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté.
Ça a été comme ma première job d'été, puis je fais encore la même chose à 45 ans. Wow! Fait que, mon Dieu, à 45 ans, avoir pas loin de 30 ans d'expérience, c'est quand même bon. Ben, ça aide, disons, là. Il y a pas grand-chose qui m'intimide, là. Fait que toi, t'avais commencé, c'était ton travail étudiant, puis là, finalement, tu t'as développé une grande passion pour ça. Est-ce que t'es retourné à l'école? Est-ce que t'as poursuivi les cours? C'était quoi ton parcours scolaire? J'ai fini mon secondaire 5. Puis, plutôt que d'aller directement sur le marché du travail, parce que j'avais déjà à peu près une dizaine d'années d'expérience en ébénisterie, je suis allé à l'école du meuble à Victoriaville, qui était l'UQMBO à l'époque. Puis j'ai fait 2 ans là-bas pour apprendre à faire des escaliers. Là, j'ai fait mes 2 ans de DEP là-bas, puis une fois que le DEP était terminé, je suis retourné travailler pour le même type que j'étais avec pendant des années. Puis au bout de 5-6 ans, j'avais besoin de plus. Fait que j'ai décidé de passer à d'autres choses puis de fonder ma propre entreprise. C'est quoi les avantages d'être entrepreneur? Il y a des beaux côtés, une flexibilité d'horaire, puis la satisfaction. Tout passe par moi. J'en tire vraiment une grande satisfaction de ça. Ça m'élève énormément de sentir qu'à la fin de la journée, que j'ai réalisé beaucoup de choses, là. C'est concret, travailler le bois. Très concret, autant qu'il y a des journées qu'il n'y a rien de concret parce que c'est juste régler des problèmes toute la journée avant de pouvoir arriver à faire de quoi de concret. Mais oui, effectivement, c'est très visuel. Une fois que la journée est finie puis on se retourne, il y a toujours quelque chose à regarder. C'est quoi le pourcentage de travail manuel et le pourcentage de gestion dans ton travail? Moitié-moitié. OK. Quand même, beaucoup de préparation, beaucoup de problèmes à régler. Une fois que tout est réglé, moi je suis un gars très cartésien, j'ai besoin que tout soit réglé dans ma tête une fois qu'on décide de partir en production. Il y en a beaucoup qui font le contraire, qui partent en production puis qui règlent des problèmes en production. Moi, je suis complètement le contraire, fait que je mets beaucoup de temps sur la préparation, les dessins, valider que tout fonctionne bien. Puis une fois que tout est réglé, ben je le sais que quand c'est rendu du côté atelier, il devrait plus avoir aucun problème. Fait que quand on recule, c'est parce qu'il y a vraiment des changements de dernière minute. Les clients ont décidé qu'ils aimaient mieux quelque chose d'autre. Ça, c'est ce qui me tue un peu plus. Mais on dit rien, on sourit, puis on avance, là. C'est quoi les qualités que ça prend pour être un bon ébéniste? Méticuleux, passionné, voir les projets, pas juste avoir une vision de tunnel, d'avoir vraiment une vision grande, large, parce qu'il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de machinerie aussi, d'être assez conscient de tout ce qui se passe autour de nous. Un accident, c'est vite arrivé. Beaucoup de passion. Faut être perfectionniste. Faut aimer le détail. Tout est dans le détail. Des fois, des petits détails qui paraissent pas, qu'on voit pas, mais c'est ce qui fait toute la différence. Tous les petits détails, tous mis ensemble, font que ça a l'air de qu'est-ce que ça a l'air. Maintenant, comme tu as 2 chapeaux, qu'est-ce que ça prend pour être un bon entrepreneur? De la patience. De la détermination. Faut pas lâcher. Il y a toujours des moments durs, puis faut pas se laisser abattre avec rien, là. La montagne, des fois, est grosse. Mais rendu en haut, c'est le fun aussi, là. Est-ce que c'est difficile de trouver des employés? C'est la grande question là, de l'heure aussi en ce moment. Oui, particulièrement en ce moment, ça semble c'est incroyable, il n'y a complexe. plus aucune main-d'œuvre. Les jeunes, je crois, aujourd'hui, puis je pense que c'est super, ils trouvent toutes des alternatives, des ouvrages beaucoup moins durs physiquement. Fait que oui, c'est très difficile en ce moment. Ça en est même plus drôle. On sait plus quoi faire. Je parle beaucoup avec des entreprises qui sont liées à ce qu'on fait ici, puis là, on cherche des solutions pour attirer le monde. Puis du monde d'expérience, il n'y en a plus. Ils vont plus dans ces voies-là. Fait que là, on trouve d'autres solutions. Puis moi, ma solution, c'est de faire de la formation. OK. Fait que là, j'engage des jeunes, puis je les essaye. S'ils ont des bons tempéraments, ils sont prêts à apprendre, je leur laisse leur chance ici. Ah, wow. Mais c'est un long processus, c'est un changement. C'est tous des changements de carrière que j'ai en ce moment avec tout ce qui s'est passé avec la COVID. Là, on a trouvé du monde, mais c'est ça, des changements de carrière, puis on essaie de les accrocher, puis en espérant qu'ils vont rester avec moi pour les 3 prochaines années. Fait qu'il y a de la place dans l'univers de l'ébénisterie. Il y a de la pour place les si jeunes. moindrement t'es médiculeux, puis t'aimes un peu du beau, puis t'aimes ça, puis oui, il y a de la place, c'est certain. Moi, je pourrais avoir 5 autres garçons à temps plein ici si je fais juste refuser de l'ouvrage. Tu dis que tu aurais de la place pour 5 autres gars. Ouais. Est-ce qu'il y a de la place pour des filles aussi? Ben oui, certainement, mais j'en ai pas beaucoup qui viennent cogner à ma porte. C'est arrivé 1 ou 2 fois, puis oui, j'en ai déjà engagé, puis ils sont très méticuleux avec ceux que j'ai travaillé. C'est sûr qu'il y en a, c'est comme des gars et des filles. Hein. Oui. Il y en a des bonnes, des pas bonnes, il y a des gars bons, il y a des... Mais non, mais il y en a pas beaucoup, puis ce qui spécialise le plus, normalement, eux, quand ils sortent de l'école, c'est plus faire de la finition.
Fait que, mais ça, ça n'a pas donné. J'ai trouvé un garçon qui en fait déjà, que j'ai vraiment formé dans la dernière année pour ça. Mais oui, il y aurait beaucoup de place pour des femmes. Lorsqu'on a un DEP en ébénisterie, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se lancer à son compte, comme j'ai fait. Tu peux travailler en arrière d'une scie, être un coupeur. Tu peux être un monteur. Après qu'il y a eu la coupe, il y a des spécialisations de monteur de meubles aussi. Tout ce qui est installer la quincaillerie, monter les meubles. T'as des débiteurs aussi de bois franc. Tu peux travailler juste en arrière d'une dégauchisseuse ou d'un planeur puis t'arranger que les pièces soient toutes au plan. Tu peux te tourner vers la finition aussi. Tout avec des teintures, des lacs, tout ce qui est vraiment l'aspect fini du meuble une fois qui est quasiment prêt à livrer. Ou tu peux devenir dessinateur. C'est sûr qu'il y en a qui vont plus aller vers un DEC, si tu veux, pour ça. Mais moi, je dessine tous mes meubles, j'ai pas de DEC. Il y a plein de logiciels à cette heure qui s'apprennent moindrement que un peu, mais si t'es capable de tout conceptualiser tes meubles en dessin, après ça, tu peux les amener dans l'atelier, c'est le fun, ça te fait quelque chose de plus à ton arc, dans le fond, là. Fait que c'est ça qui est le fun. Il y a de la robotisation aussi. Tu peux te spécialiser avec un robot, c'est ce qu'on va faire prochainement, nous autres aussi. Ah ouais? Fait que... Mais attends, là, je suis comme curieuse, là. À quoi il va servir, le robot? Comment tu vas gérer ça? Le robot va se ramasser, tu places ton matériel sur la machine, puis tous les plans, déjà, tout été fait, puis c'est envoyé à la machine. Fait que toute la coupe, c'est tout le débitage, dans le fond. Le débitage, le perçage pour toute la quincaillerie. Tu peux recevoir tous les morceaux quand ils sont terminés, t'assurer de tous les classer, puis après ça, tu peux partir en assemblage avec ça. Fait que, tu sais, ça peut être des avenues aussi qui peuvent être super intéressantes. Je sais que normalement, c'est du monde qui ont des decks que tu peux trouver qui est plus spécialisé avec de la machinerie comme ça, mais à cette heure, c'est tellement rendu plus user-friendly, ces machines-là, que même en tant que moi, j'ai pas cette formation-là, puis c'est ma prochaine avenue. Fait qu'on risque d'avoir entré ça, la prochaine machine, ça va être ça, puis tu peux tomber là-dessus. J'ai pas besoin d'avoir un programmeur. Je peux avoir un ébéniste qui part là-dessus sans problème aussi. Fait que c'est ça qui est super intéressant, là. Il va y avoir de la technologie qui va rentrer un peu dans le monde. On n'aura plus le choix parce qu'on n'a plus de main-d'œuvre. Fait que là, faut se retourner de bord, puis ça va être ça la prochaine avenue, là. C'est quoi ton conseil à un jeune ou une jeune qui veut s'en aller en ébénisterie? C'est tellement un beau métier, là. Il y a des hauts et des bas là-dedans, mais le plus fun, c'est que, écoute, si tu veux partir en ébénisterie, il faut que tu sois prête qu'à manger difficilement les premières années. Mais si tu lâches pas, puis que tu as une idée de ce que tu veux du beau, mais dépendamment de ce que tu décides de faire, tu sais, faut juste pas que tu lâches ton morceau, tu sais. Faut que tu y crois puis que tu avances. Moi, il y a bien du monde qui m'ont découragé parce que je voulais faire que du haut de gamme. Fait que c'est une niche qui est super petite, mais j'ai tenu mon bout. Puis ça a été long parce que c'est de créer ta clientèle puis ton nom, tu sais. C'est pas demain matin quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui va dire « Hey, c'est beau, on va t'engager », tu sais. Il faut absolument que tu bâtisses ton nom. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de détermination. Faut pas que tu lâches. Mais une fois que ça passe, puis que ton idée est faite, puis que tu sais vers où tu veux t'en aller, là, ça va venir après. Faut juste que tu sois capable de dire non si c'est pas ça que tu veux pas, tu sais. Même si ça paye des fois les billes. Est-ce que c'est un travail solitaire ou c'est un travail d'équipe? Ça dépend à quel niveau. Moi, j'étais très solitaire longtemps parce que j'étais tout seul ici. Puis quand tu veux tomber dans des gros projets, faut que ça soit des travails d'équipe. Faut que tout le monde s'implique, faut que tout le monde soit investi. Puis c'est souvent les meetings que j'ai avec mes gars. Fait que moi, c'est ma job de les bâtir cette équipe-là avec eux parce que le projet, ils sont rendus tellement grands que je peux plus faire du début jusqu'à la fin. Je donne la fin à quelqu'un à cette heure qui a vraiment les compétences pour. Puis là, tout ce qui se passe au début, j'essaie de passer le flambeau pour que Fait que oui, c'est vraiment un travail d'équipe, dépendamment de la grosseur du projet que tu as envie de faire. Ou le temps que tu as. Parce que des gros projets comme ça, je suis capable de les faire tout seul, mais ça me prend plus de temps que si on est trois. Ouais. Combien tu as d'employés ici? Ici, j'ai 2 employés à temps plein depuis 2 ans. Puis j'en ai un justement en ce moment qui va s'apprêter à faire de la coupe sur la scie. Mon autre employé, lui, il est plus spécialisé dans la peinture. OK. Parce que j'ai un aspect aussi, là, on est en train de faire la tournée, mais j'ai un aspect qu'on fait toute la peinture ici aussi. Je donne rien en sous-traitance. Fait que tous les lacs, les teintures, les colorations, on fait tout ici en atelier. Fait que je peux avoir vraiment la main mise sur la qualité du produit qu'on sort ici. Puis là, j'en ai un en ce moment qui va s'apprêter à faire une coupe, justement, parce qu'on est en train de faire des essais. Ça arrive souvent que les dessins, là, ça marche pas avec la réalité. Ah ouais, hein? Là, Ali, ben, il va couper des morceaux pour ça. Il y a un jeune qui étudie en ce moment en génie civil, Vincent, qui s'intéresse à l'univers peut-être de l'ébénisterie. En fait, il aime le bois. Ouais. Et il se demande, est-ce qu'on se lasse du travail après 5 ans ou il y a toujours du renouvellement? Toujours du renouvellement. Il se lassera jamais. S'il est en entreprise comme moi.
S'il fait juste de la production, ça, c'est une autre histoire. Mais Okay. s'il aime les nouveaux défis, à chaque semaine avoir quelque chose de différent à faire, il va être servi à souhait. Toi, t'apprends, j'imagine, encore? Toujours, sinon j'arrête. À tous les jours, on apprend des nouvelles choses, puis c'est ce qui est le fun de la vie à un moment donné. Là. On peut pas tout savoir, là, puis j'aime ça. Ce qui me manque de plus en plus, c'est d'avoir des mentors plus vieux que moi pour d'autres, mais il y en a plus. Où ils travaillent pour des grosses entreprises qu'on voit plus non plus. J'en avais un qui venait faire son tour, puis ça, j'aimais beaucoup ça, parce qu'ils ont toujours des vieux trucs, puis ça, c'est... Moi, j'en mange de ça, là. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. On voit ici que se dépasser et percer dans son domaine, ça amène vraiment un grand sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Je suis en compagnie de Josiane Grenier-Genet, conseillère en orientation. Salut Josiane. Salut Valérie. Quelle est ta réaction suite à l'écoute du récit de Jean-François? Je trouve ça beau de voir que même si c'est parfois difficile, compétitif de percer dans un domaine quand on veut se lancer en affaires, avoir une entreprise, Jean-François mentionne que c'est un grand sentiment d'accomplissement et de satisfaction quand on réussit en affaires. Mm-hmm. Jean-François, c'est un entrepreneur, mais c'est aussi quelqu'un qui est manuel. C'est quoi son type de personnalité? Effectivement, à la base, je dirais que c'est vraiment le type réaliste. On parle du travail manuel, manipuler des objets, des outils, des instruments. Oui, réparer, construire, mais aussi bouger, être dans l'action. Il y a différents emplois manuels qui existent, donc c'est pas juste la construction ou la réparation mécanique. Ça peut être de la couture, de la cuisine, être infirmier, par exemple, travailler avec les animaux, avoir un contact avec la nature, même de l'art, ça peut être très manuel. Mais il faut retenir que le type réaliste, c'est vraiment quelqu'un normalement qui a besoin de bouger, d'être dans l'action et de voir le résultat du travail accompli. Mm-hmm. Si le domaine de l'ébénisterie nous intéresse, on s'oriente comment dans nos études? Il y a un DEP qui est environ 2 ans où un étudiant va apprendre vraiment un travail plus manuel, minutieux, comment vraiment exécuter les travaux, lire un plan, mais de travailler carrément en atelier. Il y a aussi une technique, donc un diplôme d'études collégiales de 3 ans qui est possible pour tout autant faire le travail manuel de production, mais aussi beaucoup de gestion de projet dans le bureau. Donc, on peut parler de dessin, d'estimation, de coûts, de préparation des projets, aussi de dessin assisté à l'ordinateur, de superviser les équipes d'ébénistes aussi. Donc, souvent, la technique peut permettre un peu plus de gestion. Donc, c'est un ou l'autre. On fait le DEP ou le DEC. Oui, effectivement. Mais dans la réalité, c'est pas coupé au couteau autant que ça. Donc, quelqu'un qui a le DEP peut quand même avoir une entreprise et faire de la gestion et vice-versa. C'est plutôt au niveau des outils qu'on peut aller chercher dans les formations qui vont être peut-être différents. Exact. Puis la durée des études n'est pas la même. Dans un DEP, c'est beaucoup plus concret. On va apprendre directement notre métier. Il y aura pas de cours de base comme de la philosophie, du français, de l'anglais, de l'éducation physique. Alors que dans une technique, on s'en sauve pas. Une technique de 3 ans comprend des cours de base aussi. Également, dans le domaine de l'ébénisterie, il existe une technique de métier d'art où on peut faire une spécialisation en ébénisterie artisanale. Mais là, on parle vraiment d'un côté plus artistique de l'ébénisterie. OK. Donc, peut-être travailler avec des petits objets, faire de la création davantage, peut-être. C'est ça. C'est vraiment de l'artisanat à ce moment-là. Comment on peut savoir ce qui est le mieux pour soi? C'est important de cibler nos intérêts. Hein. C'est quoi les choses qu'on aime le plus faire en se fiant, par exemple, à nos loisirs, aux activités qu'on aime faire avec nos amis, notre famille ou dans un emploi étudiant. C'est quoi les tâches qu'on aime le plus? Des intérêts, c'est vraiment des choses qu'on fait et qu'on regarde pas le temps passer, qui nous passionnent. Si on prend l'exemple de Vincent, qui, lui, est peut-être moins friand de la gestion, justement, est-ce que le DEP pourrait être une belle avenue pour lui? C'est vrai que dans le domaine de la construction, les techniciens en génie civil, comme dans le cas de Vincent, peuvent aller parfois sur le terrain pour superviser, justement gérer les projets, les chantiers, être les yeux et les oreilles de l'ingénieur sur le terrain. Mais ils font aussi du travail de bureau. Vincent l'a mentionné, de faire de la planification de projets, des calculs, des analyses, des dessins, de travailler aussi à l'ordinateur au niveau des plans. C'est peut-être moins quelque chose qui l'intéresse. C'est sûr qu'au niveau de la construction, par exemple, de façon générale, ceux qui ont un DEP sont peut-être un peu plus sur le terrain, dans le chantier, à faire des tâches plus manuelles. Donc, peut-être que ça serait une avenue intéressante à regarder dans son cas. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a peut-être des préjugés envers les DEP? Hein? C'est quoi la réalité sur le terrain?
Effectivement, comme c'est des études moins longues, souvent les gens ont des préjugés par rapport au DEP, que ça va être des emplois moins payants, moins intéressants, mais ça peut être tout le contraire. Effectivement, il y a plusieurs possibilités d'avancement. Ça peut être des emplois très payants avec des très bonnes conditions de travail. Et comme dans le cas de Jean-François, on voit que c'est possible de gravir les échelons, de peut-être avoir son entreprise, être à son compte pour des gens qui ont un type de personnalité un peu plus entreprenant. Donc, justement, comme Jean-François, quelqu'un qui est entreprenant, est assez leader, ambitieux, veut gravir les échelons, veut gérer, veut peut-être vendre, convaincre, influencer, avoir un contact avec des clients. Donc, ça peut être une bonne façon d'allier les deux et de peut-être se lancer en affaires. Quel conseil tu donnerais à Vincent ou à tout autre jeune qui s'intéresse à un travail manuel, mais qui ne sait pas exactement dans quel domaine se lancer? Le travail manuel, c'est très large. Hein? Il faut d'abord se questionner, est-ce qu'on est plus minutieux, on a le souci du détail, ou au contraire, on aime mieux travailler physiquement, bouger, se déplacer? Est-ce qu'on aime mieux travailler dehors ou à l'intérieur? Dans le domaine de la construction, par exemple, il y a différentes avenues possibles. On peut faire un cours en charpenterie, menuiserie pour être plus dans la charpente, justement, d'un bâtiment, d'être plus dans le rough. Mais il y a des choses plus minutieuses aussi quand on pense à l'électricité, par exemple. On peut aussi se tourner vers la mécanique, l'électronique, qui sont des emplois manuels, mais un petit peu plus minutieux, encore une fois. Et il y a également l'ébénisterie qui peut un peu combiner les deux. Est-ce qu'il y a une façon d'en connaître davantage sur ces différents domaines-là? Pour les gens qui ont besoin de concret particulièrement, dont le type réaliste, je conseille toujours d'aller faire des stages d'observation avec quelqu'un qui fait un métier qui nous intéresse, mais aussi d'aller faire étudiant d'un jour dans les écoles de formation professionnelle, par exemple, qui offrent les DEP, pour aller visiter l'école, voir les installations, parce que c'est pas nécessairement des salles de classe, mais des ateliers, donc ça peut être très intéressant pour aller valider ses intérêts sur le terrain. Cela dit, c'est la même chose pour un programme de technique ou d'université. C'est important d'aller rencontrer des gens et d'aller visiter les écoles pour en apprendre plus. Et même de parler avec des professionnels de différents milieux, ça peut nous aider, ça peut nous éclairer un peu sur notre choix. Effectivement, pour tous les domaines, ça peut être super intéressant de faire ce qu'on appelle un parrainage vocationnel. Donc, aller rencontrer des mentors qui font des métiers qui nous intéressent pour leur poser des questions, puis aller voir concrètement à quoi ça peut ressembler la réalité de ce domaine-là sur le marché du travail. Merci pour tes conseils, Josiane. Merci, Valérie. Futur Proche est une production de Caléido, l'épargne-étude qui en fait plus. Merci à Jean-François Asselin, ébéniste et propriétaire de l'atelier Bois-Tech, et à notre étudiant Vincent. Ça m'a ouvert les yeux sur le domaine de l'ébénisterie. Je réalise qu'il y a plusieurs champs d'action que je connaissais pas. Donc, c'est ça, c'est toutes des choses qui m'ont bien intéressé puis que je suis content d'en avoir pu apprendre davantage. Tu as aimé cet épisode de Futur Proche? N'hésite pas à le partager et à nous suivre sur ton application balado préférée ou sur caleido.ca/balado. Tu pourras découvrir d'autres choix de carrière qui pourraient t'intéresser. Toute ma carrière, j'ai œuvré dans le recrutement. Parce que je pense que ce que ça prend, c'est vraiment une personne qui est capable de faire vivre les valeurs de l'entreprise pour pouvoir en parler avec justesse. Puis c'est comme ça qu'on est capable de recruter. Quand on travaille en action humanitaire, au niveau des valeurs, j'ai vraiment l'impression de me soucier des gens qui sont probablement, oui, parmi les plus vulnérables, même s'ils sont aussi capables de beaucoup pour se tirer d'affaire. On essaie tous d'avoir un impact sur l'environnement. Donc, je voulais avoir le rôle qui prenait la décision parce que c'est par le management que passent les valeurs. À l'animation, Valérie Chevalier. Réalisation, Nathalie Ducharme. Conseil d'orientation, Josiane Grenier-Genet. Création, Coyote Audio.